mon info là. Attends. Bonjour à tous. Là, ça tourne. Bonjour Franck. Bonjour à tous. Ulrich Génisson, fondateur d'Eat Fat to Be Fit, la première communauté du régime cétogène depuis 2015. Et je rappelle que je suis en cétose nutritionnelle ininterrompue depuis 2013. Aujourd'hui, je suis très heureux de faire un portrait keto un peu spécial qui va mêler personnel et professionnel. Donc, bonjour Franck et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Ulrich, avec grand plaisir, c'est chouette. Content d'être là. Plaisir partagé, parce que ça fait longtemps qu'on se connaît. Je t'ai même tanné un petit peu pour que tu nous donnes ton témoignage, parce que pour moi, tu étais quelqu'un de très important à faire parler. Donc, pour commencer, présente-toi pour ceux qui ne te connaissent pas encore. Alors, je vais me présenter sous l'angle cétogène. Mais donc, Déjà, moi, qui tu es en tant qu'être humain, quel âge as-tu, dans quelle région vis-tu? Ok. Alors, Franck Arnaud, j'ai 32 ans, je suis basé en France, je suis sur l'est de la France, je suis dans le Jura. J'ai suivi un régime cétogène pendant à peu près, je vais dire, 2 bonnes années, au moins 2 bonnes années, de manière assez stricte et sérieuse. Et puis aujourd'hui, j'ai la particularité de travailler pour des fromages au lait cru et que je consomme de manière régulière. C'est mon apport de protéines principal au quotidien. Et voilà. Alors, c'est pour ça qu'on va parler de ton expertise, parce que tu t'es formé à la Ceto Academy, c'est là qu'on s'est rencontrés, on a déjà eu des conversations téléphoniques ensemble. Et ce qui m'avait intéressé, en fait, c'est que toi, en tant que spécialiste du fromage et spécialiste vraiment dans le Jura, donc dans ta région du comté, ça m'intéressait parce que le comté, c'est un fromage français très connu. Quasiment tous les Français qui mangent du fromage mangent du comté. Il y a plusieurs types de comté, etc. Je suis un grand défenseur des produits laitiers au lait cru, comme tu le sais. Et même pour la petite anecdote, tu sais qu'ici, on trouve du comté au lait cru français qui est importé à un prix tout à fait accessible. Ce n'est pas du tout dans les prix délirants qu'on pourrait imaginer. Okay. Donc, je pensais que ça serait un peu cher quand même. Pas du tout. Pour donner une idée, un comté jeune, donc de 6 mois, tu touches ça à peu près à $20 le kilo. Donc, tu es aux États-Unis, donc il y a quand même le frais pour importer, etc. Un vrai comté au lait cru. Voilà. Très correct. C'est même presque pas assez cher. Ouais, mais bon, attention, parce qu'ici, il n'y a pas de TVA. Donc, la France, en France, ça coûte cher la TVA. Hein, ça paraît pas, mais les gens ne se rendent pas compte que payer 20% sur tout, ça fait quand même beaucoup d'argent à la fin. Voilà. Donc, raconte-nous aussi un petit peu ton passé, parce que tu viens d'une famille de fromagers. Oui, alors à la base, je viens d'une famille de fromagers, donc je suis vraiment du Jura. Moi, mon arrière-grand-père faisait du fromage, mon arrière-arrière-grand-père aussi d'ailleurs. Enfin, ça fait plusieurs générations qu'on a des fromagers dans l'entreprise. J'ai moi-même fait une formation sur le fromage l'an dernier. J'ai fini au mois de septembre dernier. Et puis je travaille maintenant même donc dans le fromage. Donc c'est sûr que moi tout ce qui est, et puis pas n'importe quel fromage, c'est effectivement essentiellement le comté. Et puis donc c'est les fromages d'appellation d'origine au lait cru, quasiment uniquement. Donc moi aussi, comme toi, je suis un fervent défenseur des fromages au lait cru. Avec toutes les contraintes et puis tous les risques aussi que ça implique, parce que mine de rien, c'est pas neutre d'être en lait cru. Déjà, il y a beaucoup de monde qui savent pas ce que c'est que du lait cru. Il y a beaucoup de monde qui savent pas ce que c'est qu'une bactérie. Donc, le risque potentiel que ça peut amener en fait d'être en lait cru, et donc les contrôles et les coûts supplémentaires qu'il y a derrière ça. Mais à côté de ça, je suis absolument persuadé que c'est un produit au top et qui va apporter beaucoup plus qu'un produit entre guillemets mort, pasteurisé et même thermisé. Alors, si tu veux, raconte-nous, parce que c'est souvent que j'explique, mais ta vision des choses sera plus intéressante. Raconte-nous aujourd'hui, parce qu'il y a des gens qui sont dans des villes, ils ne savent pas globalement comment ça fonctionne. Hein. On a des vaches qui nous donnent du lait. Sorti du pied de la vache, ce lait, il peut subir plein de traitements différents. Donc, on a une grande catégorie lait cru, puis on a tous les autres traitements. Donc, raconte-nous un petit peu, toi, comment tu expliquerais ça aux gens qui ne sont pas initiés à comment traiter le lait aujourd'hui, que ce soit filtration, traitement thermique, etc. Pour faire simple, le lait, en gros, le lait, c'est quelque chose qui va devenir très vite vivant. Alors, ça fait toujours un petit peu peur de dire qu'un lait est vivant, mais dans un lait, il y a quand même des bactéries qui vont être des bonnes bactéries et des mauvaises bactéries. C'est là où il y a toujours un risque. Et ces bactéries, ce sont en fait les mêmes qu'on va avoir dans notre microbiote. Donc, pouvoir nourrir en fait son microbiote par des aliments qui sont vivants comme des aliments au lait cru, c'est extrêmement bénéfique.
Et il est même prouvé par toute une série d'études que effectivement ça renforce tout ça, les défenses immunitaires, et que c'est très bon. Alors, le lait cru, c'est quoi? Un lait cru, c'est un lait qui n'est pas chauffé au-delà de 40 degrés avant d'être ce qu'on appelle emprésuré. Mhm. Donc, ça veut dire qu'en gros, le lait n'est pas chauffé au-delà de la température de la vache. Donc, une vache, grosso modo, elle va à 40 degrés, on ne va pas au-delà de ça. Et on estime qu'il y a de cette température, enfin, c'est pas qu'on estime, c'est qu'on a mesuré qu'en fait, le lait, en étant inférieur à 40 degrés, on avait une quantité donc de bactéries qui était importante et qui était donc aussi très bonne à la santé. Alors, l'enjeu quand on travaille avec ce genre, donc ça c'est le lait cru, le lait pasteurisé, c'est effectivement un lait qui va être chauffé à une très haute température et on va essayer de supprimer toute la vie dans le lait et on ne va garder que la partie biochimique, on va garder des protéines, du gras, du sucre, il n'y en aura plus, du lactose, mais essentiellement en fait donc des protéines et du gras. Et donc, ça fait un produit qui va nourrir le corps, mais qui va nourrir les muscles, qui va porter de l'énergie, mais qui va pas remplir, j'ai envie de dire, son rôle pour l'aide aux défenses immunitaires, principalement. Moi, je dirais même plus loin que ça, parce que clairement, pour moi, un lait traité. Alors déjà, il y a une autre opération qui s'appelle la microfiltration, qui rend les lipides très peu digestibles, et c'est un gros problème parce qu'aujourd'hui on a des laits qui sont littéralement de la flotte. Il n'y a pas de différence entre un lait d'amande, on appelle ça un lait d'amande, c'est un jus d'amande, et un lait qui a été écrémé, microfiltré, traité thermiquement, etc., qui est presque pour moi impropre à la consommation. Voilà. Parce que ça a été démontré. Typiquement, j'ai une étude chez les enfants qui montre que, tu sais, tu as une analyse qui s'appelle le CRP, l'inflammation, ultra sensible, et donc tu donnes des laits, différents laits à des enfants, et on s'est aperçu que des laits qui étaient pasteurisés ou même traités thermiquement à des niveaux inférieurs étaient globalement source d'inflammation de bas grade, alors qu'un lait cru fait exactement l'inverse. On descend les CRP ultra sensibles. Voilà. Donc il y a vraiment une vraie différence entre les deux produits. Ouais, je ne sais pas si on a la même en tête, mais moi elle s'appelle Pature, celle que j'ai en tête. Non, c'est une étude américaine, spécifiquement sur le lait cru et sur les enfants. Ouais. Il y en a une du coup sur le lait cru et les enfants aussi en France, sur 20 ans. Et en gros, qui fait, si tu veux, la démonstration que le lait cru est bien plus bénéfique pour les défenses immunitaires des enfants que du lait pasteurisé. Et c'est pour ça que quand je parle de lait, en fait, moi je parle par défaut tout le temps de lait cru, mais il faudrait en fait, quiconque s'exprime sur le lait, différencie les deux parce que ça devient deux aliments différents. Et j'aime bien citer une grande étude qui avait été faite dans les années 30 aux États-Unis, qui avait été faite sur des chats. On avait donné à deux groupes soit de la viande cuite et du lait pasteurisé, soit de la viande crue et du lait cru. Et on voit au bout de 3 générations de chats tous les dommages qu'il y a sur la santé. Il y a vraiment un groupe qui est en parfaite santé et l'autre qui devient clairement dégénéré. Donc, ça ne m'étonne pas. Ce traitement thermique est vraiment central dans le sujet. Alors, on parle du lait à la base, c'est-à-dire on va traire la vache, on a du lait cru ou du lait pasteurisé de côté. Mais après, il y a toute la transformation. On peut parler de crème, de beurre, de fromage, des fromages qui ont été cuits à pâte pressée ou pas. Mais à la base, il faut du lait cru. C'est pour moi essentiel. Je ne sais pas ce que tu en penses. Ah bah si, complètement. Moi, je pense que c'est, un lait pasteurisé, en plus, n'évoluera pas en termes de goût, de texture. Tu auras beaucoup de mal à aller chercher, si tu veux, les qualités organoleptiques sur un lait cru par rapport à un lait pasteurisé. Donc, pour plein de raisons, je suis lait cru. Oui, moi aussi. Alors, en tant qu'utilisation du... Alors, je suis un gros défenseur aussi du kéfir. J'ai fait un guide sur notre site pour fabriquer son kéfir de lait cru à la maison très facilement. Ça, c'est aussi un aliment qui est très particulier parce que directement, le kéfir, via la fermentation, permet de réduire la quantité de lactose qui reste dans le lait. Et on a un aliment vraiment qui est vraiment un super aliment, quoi. On parle souvent de certains végétaux comme super aliment. Ça, c'est un vrai super aliment. Ouais. Carrément. J'adore le kéfir aussi. Alors, kéfir kombucha, très bien. Oui, tous les produits fermentés, en fait, même les charcuteries, je parle de vraies charcuteries artisanales, en fait, tout ce qui est fermenté, tout ce qui n'est pas mort. Tu parlais justement tout à l'heure du lait. Le lait, on pourrait imaginer, ou essayer de diffuser cette information on a d'un côté un lait cru qui est habité, très habité, une grosse population, le lait n'est pas stérile, et à côté, quand on l'a traité avec un processus thermique, que ce soit à basse température, ou haute température, ou pasteurisation, clairement, on l'a stérilisé. Donc, on crée un milieu de culture vierge. C'est là que pour moi, c'est dangereux. Et en fait,
T'as raison. Et c'est effectivement presque encore plus dangereux. Oui. Parce que du coup, quand tu as un lait pasteurisé, enfin, quand un lait, il est inerte, on va dire sans vie, Mm. bah, ça veut dire que enfin, c'est là où c'est compliqué. Parce que du Non, coup, non, quand non, les gens c'est ne bien, connaissent c'est bien pas ce les que tu dis parce que bactéries, c'est exactement ouais, ça. ouais. Ouais, mais il faut connaître un tout petit peu le monde des bactéries parce que du coup, enfin, si ça paraît un énorme mot, ça paraît une horreur ces bactéries, et quand on se rend pas compte de ce que c'est, et quand on en parle, des fois, on a l'impression qu'on sera pas compris. Parce que, mais bon, un lait qui est inerte, qui est sans bactéries, si on a effectivement des mauvaises bactéries qui le colonisent, il n'y a plus Mm. que ça. Et Mm. donc, du coup, effectivement, si on l'absorbe, bah, c'est une catastrophe. Enfin, là, si on prend une listeria, un E. coli, etc., une Salmonelle. salmonelle, Mm. enfin, là, on est tout de suite pas bien. Mm. Dans un lait cru, il va y avoir des bonnes bactéries, donc toutes les bactéries lactiques, Streptococcus, les Thermophilus, enfin, on va avoir tout un Lactococcus, Lactobacillus, on va avoir plein de monde là-dedans qui vont être, eux, en fait, de très bons agents protecteurs du système immunitaire Mm. et, en général, qui vont faire compétition Mm. aux mauvaises bactéries. Mm. Et donc, du coup, la prolifération des mauvaises bactéries se fait beaucoup moins bien une fois que les bonnes bactéries sont là. Et effectivement, c'est moins dangereux. Mais ça, c'est évident. Et il y a beaucoup de sciences qui nous l'expliquent. Je vais donner une autre image pour que les gens comprennent de façon très simple. Imaginez un grand hangar totalement fermé, étanche, avec un tas de blé au milieu. Là, vous mettez un couple de rats. Mm. Ça, c'est le lait cru. C'est le lait traité thermiquement. Il va y avoir le couple de rats, ils vont avoir à manger pour des années, ils vont se reproduire, il va y avoir des petits, ça va être infernal au bout de quelques années. Bon, imaginez le même hangar, le même couple de rats, le même tas de blé, et là, vous mettez 50 chats sur le tas de blé. Il se passe quoi? Eh bien, le lait cru, c'est exactement la même chose. En fait, c'est un lait qui est habité, il y a déjà un équilibre, chacun à sa place, et l'envahisseur, entre guillemets, n'a pas la possibilité de croître comme sur un lait traité de façon thermique, donc pasteurisation, stérilisation du lait finalement. Voilà. Moi, j'ai l'impression qu'en France, au niveau du lait cru, ça a été un peu désacralisé au niveau du risque. J'ai l'impression, enfin, tu vois, que les gens voilà, on a plus de connaissances parce que du coup aussi, il faut connaître, enfin, il faut comprendre ce que c'est, qu'est-ce que c'est qu'un lait cru, qu'est-ce que c'est qu'une bactérie, de quoi je suis fait, enfin, pour comprendre l'intérêt puis la différence de dangerosité. Et puis quand tu envoies, tu sais, on en avait parlé de l'ANSES. Qui eux parlaient de dire effectivement, bah, nous on recommande pas la consommation de lait cru pour les femmes enceintes, pour effectivement toute une catégorie de personnes qui sont fragiles. Pourquoi? Eh ben parce qu'il y a un risque. Parce qu'il y a un risque. Alors le risque, dans quelle mesure est-ce qu'on réussit à le mesurer justement? Bah on sait pas trop. Il est tout petit, ce risque. Il est même quasiment insignifiant, mais il y en a un. Et il y en a un, et on part en fait du coup de ce principe que s'il y a un problème là-dessus, on préfère recommander le fait de ne pas consommer de lait cru, comme ça on est tranquille, alors que quelque part, si on n'est pas dans son processus de fabrication au top, à 100% sur un lait pasteurisé, le moindre problème, c'est bien pire qu'une production de lait cru. Alors, mais ça, c'est un manque d'information même de l'ANSES elle-même sur le sujet, quoi. Mais ils ont un retard phénoménal, en fait, c'est un peu la préhistoire. Et quand tu m'avais raconté cette anecdote au téléphone, j'avais les cheveux droits sur la tête, et tu vois ce qui me reste. Parce que, tu vois, les États-Unis ont certains défauts, et il y a des choses vraiment où ça va pas bien du tout, mais de l'autre côté, on a un gros avantage, c'est qu'on a des chiffres sur tout. Et ça, c'est génial. Tu as vraiment, dans le détail, tout. Typiquement, la FDA publie un rapport sur toutes les intoxications, d'essais, etc., sur toutes les molécules disponibles aux États-Unis. Le rapport fait 1700 pages chaque année. Donc, si tu veux savoir si telle molécule a envoyé des gens à l'hôpital ou tué, tu peux le savoir. Tous les ans, tu as le rapport. Et on sait, par exemple, que les suppléments alimentaires sont sûrs aux États-Unis versus certains médicaments, etc. Mais alors là où c'est génial, on a la même chose sur le lait. Et tu as la fondation Weston Price qui tient un registre très précis. On peut télécharger le fichier Excel. On a tout. Donc, depuis les années 60, on sait exactement combien il y a eu de décès à cause d'un produit laitier sur le sol américain. Le chiffre, c'est 67. Là où c'est génial, c'est qu'on sait exactement la date, l'endroit et le produit consommé. Donc, on sait si c'est un fromage, un lait, une glace ou un autre produit issu du lait. Et on sait aussi la bactérie éventuellement qui a posé un problème, si c'est une salmonelle, si c'est autre chose, etc. Et la bonne question à se poser, c'est combien y a-t-il eu de décès qui était avec pour origine une consommation de lait cru? Eh bien, sur 67, c'est 0. Ah ben là, t'es sûr. Je t'ai fait la bulle avant.
Venir dire aujourd'hui que le lait cru est dangereux, non, c'est exactement l'inverse. C'est un lait traité thermiquement qui est très dangereux parce que c'est un bouillon de culture vierge. Quand on fait des tests dans des boîtes de pétri, on prend du lait cru, on prend un lait pasteurisé et on va inoculer une certaine quantité d'une bactérie. On voit ce qui se passe. Ça n'a rien à voir, quoi. Il y en a un, c'est une autoroute pour la bactérie. Pas de concurrence. C'est ça. Mais j'ai peur que ça, tu vois. Moi, je m'en suis rendu compte de ce qu'on dit que vraiment aussi en laboratoire. Enfin, tu vois, il a fallu que j'aille, que je me rende compte de ce que c'était qu'une bactérie, parce que jusque-là, en fait, tu as même presque l'impression que c'est un gros mot. Tu vois, tu te dis une bactérie, mais c'est quoi une bactérie? Et puis, tu as vraiment l'impression qu'on parle d'un gros mot, enfin, de quelque chose, d'un microbe. Et tant que tu comprends pas effectivement que tu en as besoin, et puis qu'il y en a des bonnes, qu'il y en a des mauvaises, que tu vois pas à quoi ça ressemble, que tu vois pas les effets potentiels, que tu as énormément de mal à te rendre compte. Et ça, l'éducation, ce qui est dur, tu vois, c'est de te dire qu'il faudrait réussir à éduquer toutes les personnes sur chacun des domaines pour que, tu vois, ils aient cette connaissance-là, et puis voilà. Mais au niveau de en France, tu remarqueras quand même, il y a un certain retard, je ne sais pas pour quelle raison, mais j'ai l'impression que tout ce qui n'existe pas en France n'existe pas du tout. C'est-à-dire que j'ai vu plein d'études, par exemple, avec des Français qui se gargarisaient de dire qu'ils étaient les premiers au monde à avoir découvert ça aussi. Et de l'autre côté, j'avais des équipes d'autres pays qui disaient « nous, on est là, on l'a montré il y a 5 ans, ou il y a 10 ans, voilà l'étude, faut la lire quand même. » Tu vois? C'est ça le problème. C'est un peu franco-français, quoi. Hein. Donc, personne n'a mis en évidence que en France. Mais ailleurs, peut-être que si, il faudrait aller voir quand même. Ouais, ça serait pas mal. Alors, le lait cru aux États-Unis, tu vois, ça c'est intéressant parce que il y a eu une guerre, mais vraiment une guerre contre le lait cru qui a commencé il y a à peu près 60 ans. Le lait cru a été quasiment interdit partout. Faut bien comprendre que les États-Unis en tant que tels, ça n'existe pas, puisque chaque État a sa propre législation sur le lait, mais vraiment. Ouais. Tu vois, il y a par exemple des États aux États-Unis où tu peux avoir des distributeurs de lait cru au bord de la route. Et tu vas à l'opposé complet dans l'État du Nevada, qui est pourtant beaucoup plus libéral, entre guillemets, sur plein de législation, taxes, etc. Au Nevada, tu n'as pas le droit de mettre quoi que ce soit au lait cru. Ah oui. Même un fromage qui a 1 an, même un parmesan, il faut que tout soit traité thermiquement, pasteurisé. C'est le seul État à faire ça aux États-Unis. C'est eux qui ont le plus de retard. Mais de l'autre côté, et moi j'habite au Colorado, tu vois, au Colorado, si tu étais à peu près entre deux, tu pouvais avoir tout ce que tu voulais au lait cru si tu allais l'acheter directement à la ferme. Donc, tu achètes des parts à la ferme, et là, tu as tout ce que tu veux, c'est entre propriétaires, on va dire. Par contre, tout ce qui a moins de 30 jours était interdit au Colorado. Tu vois, faire un petit fromage frais au lait cru chez un producteur, c'était pas possible. D'accord. Le compter de 6 mois, il n'y a pas de problème, mais le fromage au lait cru, un beurre cru, une crème crue, hop, pas possible. Et là, ils sont en train de changer la législation, c'est en train de se faire, parce que dans chaque État en ce moment aux États-Unis, tu as une vraie révolution. On retourne vers une agriculture régénérative. On retourne sur des petites productions, des petites vaches, des productions à la ferme, etc. Et là, ils sont en train de faire. Donc, ça va passer cette année, 2024. Et donc, de nouveau, tu as le droit d'avoir une consommation de produits au lait cru, fromage au lait cru directement, etc. Vendu, voilà. Alors, ça dépend des États. C'est vraiment d'un État à un autre. Très bien, très bien, très bien. Puis moi, je voulais rajouter sur le comté, tu vois, l'avantage qu'on avait, nous, même sur l'exportation, c'est que c'est l'affinage. C'est quand tu affines, en fait, du coup, tu tues les mauvaises bactéries. Donc, en tuant les mauvaises bactéries, c'est plus sûr. Tu fais pas une pâte molle pour de l'exportation parce que là, il y a une quantité d'eau plus importante dans le fromage, donc une prolifération plus rapide aussi des mauvaises bactéries. Sur une pâte pressée cuite, tu es quand même plus tranquille. Oui, alors ils le font, si tu veux. Tu as des fromages ici. Ici, on a accès à tout. Hein. Tu as vraiment tous les fromages français, même d'ailleurs, sont disponibles ici, aux États-Unis. Ces fromages-là, ils vont transiter par des conteneurs réfrigérés. Donc, ça va être 1 mois peut-être de transport entre le moment où tu l'envoies du Jura et le moment où il arrive dans un magasin. Et puis après, tu as des fromages frais qui passent. Mais eux, ils sont envoyés par avion. Donc, forcément, c'est beaucoup plus cher. Mais ça existe aussi. J'ai vu des petites touraines de chèvres frais, des choses comme ça. Mais là, forcément, c'était beaucoup plus cher. Ils prennent l'avion. Oui. Non, mais il ne faut pas croire. Il faut des sièges pour les fromages. Voilà. Ouais. Et puis, alors, les Américains, faut comprendre que faut s'en tirer l'idée du mauvais cheddar américain qui ressemble à un truc en plastique. Ils sont pas plus cons qu'ailleurs.
tu as des maîtres fromagers français qui sont venus aux États-Unis, qui ont formé des gens, ils ont créé des caves, J'ai vu et ça. ils font d'excellents fromages, y compris des camemberts au lait cru. Il n'y a pas que des camemberts pasteurisés. Voilà. Ils font des meilleurs fromages. Ils font des meilleurs fromages. Non, j'ai pas dit. Non, mais si tu veux, moi j'ai bien Non, non, conscience mais que si. les Français, ils ont un patrimoine qui est énorme. D'ailleurs, je sais pas si tu te souviens, mais j'avais parlé d'un livre exceptionnel. C'était comment faire ces fromages, qui avait été écrit par un Canadien. Et à l'époque, j'avais dit, mais c'est honteux que ce soit pas un Français qui ait écrit ça, parce que son livre, c'est une merveille. Il fait référence dans le monde entier. Il a été traduit en toutes les langues. Et il explique comment faire tous les fromages, à partir de kéfir à la base, à partir d'un kéfir de lait, faire tous les fromages. Et c'est une vraie merveille, ce livre, et parce que tu as d'autres traditions fromagères dans le monde, mais le patrimoine fromager français, il est unique au monde. On a une telle diversité. Je pense aussi. On fait de telles choses, vraiment avec un spectre tellement large, avec la même chose, du lait à la base. C'est quand même énorme. Les pâtes lavées, il y a des Et trucs. on était les seuls à avoir une école du lait aussi. Tu sais, en France, on avait l'ENIL. Alors, il change de nom. Mais on avait l'ENIL, l'École nationale de l'industrie laitière, où on a formé toute la population mondiale à venir apprendre à faire aussi du fromage, quoi, chez nous. Il y en avait 7, il y en a toujours 7. Ils changent de nom là maintenant, mais jusque maintenant, enfin, on était le seul endroit où tu avais des mini-cuves pour aller apprendre à faire un petit fromage, un petit comté dans une cuve pour un fromage. Tu allais apprendre à faire tes yaourts, tu allais apprendre à faire ton morbier, tu allais apprendre à faire, voilà quoi. Et c'est quand même, enfin, c'est génial comme école quand tu y penses. C'est génial. Ça, c'est le vrai patrimoine culinaire français. Ça n'a pas de prix, ça, parce qu'il y a une vraie expertise, une vraie expérience là-dessus, que le monde entier nous envie. Ouais. C'est quand même quelque chose. Et de l'autre côté, je suis un peu triste de voir que les produits laitiers sont autant attaqués pour certains problèmes qui ne sont pas issus des produits laitiers. Typiquement, je te parlais déjà par téléphone de la caséine, c'est-à-dire le problème de génétique de certaines vaches qui ont été sélectionnées, qui ont le gène A1, donc double A1, qui font des laits très riches en caséine A1, et ça crée certains problèmes chez certaines personnes. Alors qu'à côté de ça, au niveau d'une sélection génétique sur certaines races, on pourrait aller sur du A1, A2, voire A2, A2. Ici, aux États-Unis, ils ont beaucoup d'avance. Tu as des yaourts, tu as des fromages, tu as des produits laitiers certifiés A2, A2 avec des cheptels qui sont purs à 100% au niveau génétique. Ok. Et ça, je pense que la France a vraiment du retard là-dessus parce que beaucoup de gens arrêtent les produits laitiers à cause de la non-considération de ce problème. Tu vois, les vrais pionniers là-dessus, c'est les Néo-Zélandais. Les Néo-Zélandais, il y a 25 ans, ils sont collés. Okay. Après, les Canadiens et les Américains ont suivi. Et tu as beaucoup ça aussi au Royaume-Uni. Tu trouves des produits A2, du lait A2, des yaourts A2, etc. Et en France, toujours rien. Ça, c'est un vrai problème. J'en avais parlé, tu sais, avec la personne qui est responsable du label lait de foin. D'accord. Et c'est pareil, pour l'instant, ils ont des cheptels qui sont proches d'être 100% A2, mais ils n'ont pas encore les 100%, ils n'ont pas de label. Donc, les gens, ils peuvent, sans le savoir, manger du lait A2, mais comme ce n'est pas labellisé, ceux qui ont des problèmes avec la caséine A1, ben, ils ne peuvent pas le savoir à l'avance. Je t'avoue que c'est pointu quand même. Hein. Non, c'est pas pointu du tout, franchement. Moi, j'ai vu ici des gens à Boulder qui étaient vegan, végétariens, qui avaient arrêté les produits laitiers il y a longtemps. Et à partir du moment où les produits A2 sont arrivés sur le marché, ils se sont remis à manger des produits laitiers. Parce que c'est une différence sur la caséine, en fait, entre la A1 et la bêta-caséine A1. La bêta-caséine A1, en fait, il y a un acide aminé qui change de place et tu te retrouves à avoir les mêmes problèmes qu'avec le gluten. Les gens qui ont des problèmes de gluten, ils n'arrivent pas à la digérer, quoi. Voilà. Cette protéine, en fait, a une forme particulière juste avec un acide aminé qui change de place. Et ils se retrouvent à arrêter les produits laitiers à cause de ça. Alors que sur des cheptels qui sont, alors pas forcément 100%, mais au moins 80-90% A2, ben, ils n'ont plus de problème. Et c'est pour ça que tu as aussi des gens qui arrêtent les produits au lait de vache et qui vont sur de la chèvre parce que la chèvre est beaucoup plus riche en A2. Je comprends. Yes. C'est dommage, effectivement. Et il y a un vrai, c'est un vrai sujet. Et je pense que quand les éleveurs en France vont le prendre en main, ne serait-ce que labelliser quelques troupeaux pureté génétique avec un label A2, il y a de nouveaux consommateurs sur le marché pour ça. Mais c'est une question du coup de race. C'est une question de race de vache. Pas forcément. Alors oui, bien sûr, tu as la jersiaise, guarnesiaise, tout ça qui est beaucoup naturellement génétiquement dans son patrimoine génétique beaucoup plus riche en A2. Mais tu peux faire, si tu t'en occupes vraiment, tu peux faire de la Holstein A2 100%. Il faut juste que ton cheptel en fait soit génétiquement sélectionné. Ok.
Bon, nous dans le Jura, on a la Montbéliarde. Ouais. Et la Cimental. Ouais. Et la Cimental. Ouais. Allez, c'est moins de 5%, mais ouais, on a la Cimental aussi. Ouais. Tu sais qu'elle s'appelait la Jurassique avant et que c'est a priori c'est la même lignée entre la Jurassique et la Montbéliarde d'aujourd'hui et qu'elle a, elle a quasiment pas bougé, quoi. Et c'est Oui, je suis intéressant. très fier du Jura. Je suis très Mais tu fier as du raison, Jura. il faut l'être. Il faut l'être. Tu sais, j'ai mon ami Pierrick Paget qui est du Jura, qui est très fier de sa région, qui m'a déjà envoyé des kilos de comté par la poste. Enfin, c'est important d'être fier de sa région. Bah ouais, bah ouais, surtout quand on a des bons produits. Entre la saucisse Ouais, de Montbéliard ou de Morteau et le comté, on est pas mal en keto là, c'est bien. on est pas mal. On est pas, on est d'accord. On est d'accord. Voilà. Et donc, Bah d'ailleurs, peut-être, keto, vas-y. tu aurais voulu que je te parle un peu du coup de mon expérience keto? Si tu veux, pourquoi pas. Si tu penses qu'on a fait le tour du comté, moi j'aurais peut-être, pour clôturer le fromage, ça aurait peut-être été Non, non, intéressant de parler un peu plus du cahier des charges comté, parce que les gens ne se rendent pas compte de la grande qualité qui se cache derrière le comté. Le comté, c'est pas juste une marque de fromage comme ça. Il y a un vrai cahier des charges qui est lourd pour l'éleveur, Ouais, de l'élevage à l'herbe, de la prairie, pas d'ensilage fermenté, etc. Parle-nous un petit peu de ce cahier des charges, ouais. gage de Bah, ça, qualité du comté. ouais. Alors, comté, c'est une appellation d'origine protégée. Mhm. C'est une appellation d'origine protégée. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que c'est même protégé par un texte de loi. Donc, ça veut dire que il y a une loi dans le texte qui dit qu'il faut faire telle pratique, telle pratique, telle pratique, et qu'il faut effectivement bien respecter ça. Et en plus, effectivement, de dire qu'il faut respecter ça, c'est contrôlé. Donc, c'est contrôlé sur place, c'est contrôlé à la ferme, c'est contrôlé en fromagerie, c'est contrôlé pendant l'affinage, c'est contrôlé à toutes les étapes de la production. Donc ça, c'est vraiment une grosse garantie, ce petit logo de l'appellation d'origine protégée, qu'on appelle en anglais chez toi la PDO, Protected Designation of Origin. Bah, ça, c'est quand même vraiment une sécurité pour le consommateur déjà, bah, parce qu'effectivement, c'est la loi qui a mis en place quelque chose. Et alors ensuite, il y a plusieurs échelons. On pourrait parler d'IGP, de label rouge, etc. Donc c'est l'appellation d'origine qui est, lui, le plus solide, qui est le plus strict. Si on veut parler de ça sur le comté, tu as des règles du style, tu as 1 hectare par Mhm. vache, par Mhm. exemple, en termes d'espace. On est en train d'essayer de réfléchir à 1,2, histoire de leur donner encore un petit peu plus d'air, tu vois. T'as vraiment un cahier des charges qui est, enfin, un contrôle, par exemple, Mhm. le contrôle au niveau bactériologique. Il se fait le contrôle de la température aussi. Donc ça, le contrôle, il est fait au moment de la traite, il est fait avant la production, après la production, en cave, avant expédition. Donc tout ça, c'est effectivement fait par des laboratoires indépendants qui viennent sur place, qui font les prélèvements, qui s'assurent qu'on est clean de manière bactériologique. Et c'est ce qu'on appelle la traçabilité, mais à un niveau profond, quoi. Mhm. Et ça, il y a vraiment un gros travail qui est fait autour donc de ces cahiers des charges. Mhm. Yes. Et peut-être parler de la nourriture des animaux. Pas d'OGM, le pâturage, ça, c'est intéressant quand même. Ça change tout. Ouais, complètement. Pas d'OGM, attends, pas d'OGM, c'est sûr. Enfin, Mhm. c'est au pâturage, Mhm. dès que elles le peuvent. Pas d'ensilage. Pas d'ensilage, pas d'ensilage, bien sûr pas de pasteurisation. Enfin, nous, Mhm. on est en lait cru, donc on l'a dit, la place pour les vaches. Bah, faut pas oublier qu'on produit aussi 365 jours sur 365 chez Mhm. nous, parce que vu qu'on est en lait cru, bah, ça veut dire que c'est transformé tout de suite. Mhm. Donc ça, c'est encore des règles entre la zone, entre la fruitière et puis donc les fermes qui sont autour. Il y a des gens qui vont mettre des chiffres du style 100 km. Mais 100 Mhm. km, c'est déjà hyper loin. Chez nous, Oui. c'est 25 km. Mhm. Donc ça veut dire que dans un rayon de 25 km, là, j'ai ma fruitière, et ben tout le monde est là-dedans. Mhm. Effectivement, au niveau du transport du lait, il faut que le transport du lait, bah, ça se fait rapidement, mais c'est que enfin, pour qu'on transforme le lait vite, pour éviter les problèmes bactériologiques. Donc tout ça, ouais, c'est du boulot. Mais c'est super important parce que c'est vraiment un gage de qualité. Tu vois, les Américains, ça les dérange pas d'étiqueter un champagne de Californie. Hein. C'est pas fait en Champagne en France. Pourtant, il y a marqué champagne sur la bouteille. Il n'y a pas de comté ici. Le comté, il vient de France. Voilà. Donc, c'est un label qui est important parce que c'est un vrai cahier des charges, c'est un gage de qualité. Il s'exporte dans le monde entier. Et c'est un fromage qui est reconnu. Quoi. Donc, et je sais qu'en keto, beaucoup de gens consomment du comté. Donc, c'est important.
Plusieurs C'est types de clair. comtés, C'est peut-être tu clair. peux nous en parler aussi, entre les comtés jeunes, comtés fruités, plus âgés, l'affinage. C'est Mhm. intéressant de savoir la différence, 6 mois, 12 mois, etc. Mhm. Complètement. Et ben, affinage, ben, ça va changer complètement. Si tu prends donc le minimum de l'appellation d'origine, c'est 4 mois. Mhm. 4 mois, moi, là où je suis, on va affiner jusqu'à 36, 40, voire un peu plus. Mais entre un comté de 6 mois, un comté de 18 et 36, tu n'as plus du tout le même fromage. Mhm. Tu n'as plus du tout le même fromage pour, allez, on va dire, deux grandes raisons. L'une, c'est la transformation biochimique. Pour faire, bref, on perd de l'eau et on concentre la matière. Donc déjà par rapport à ça, on va changer donc du coup la nature du produit. Et puis l'autre, c'est vu que c'est un produit qui est vivant, eh ben on va avoir des actions microbiologiques enzymatiques qui vont transformer et le goût et la texture. Donc on va aller transformer les protéines, on va aller transformer les chaînes d'acides gras, on va taper dans des triglycérides, on va libérer donc des chaînes d'acides différentes et tout ça, ça va donner effectivement une palette de goût qui va être aussi beaucoup, beaucoup plus large qu'on aura sur des fromages pasteurisés. Mhm. Par contre, eux vont maîtriser le goût parce qu'ils vont maîtriser effectivement les enzymes qu'ils vont mettre dans le lait. Donc, ils sauront exactement, ben, on a mis telle enzyme qui va avoir telle action et donc on va obtenir tel résultat, telle texture, tel goût. Et 9 chances, voire 9,5 chances sur 10, ils sont bons, voire 10 sur 10. Nous, pour le coup, effectivement, c'est un produit qui est vivant. Donc, nous, on en a, allez, 2 sur 10 qui sont exceptionnels, mais vraiment exceptionnels. On en a 5 sur 10 qui sont très, très bons. Et on a toujours aussi un pourcentage qui vont être moyens. Et ça, c'est quand même vrai parce que du coup, on ne maîtrise pas justement, nous, c'est le vivant et on ne maîtrise pas cette diversité-là. Alors, ça va te Voilà. faire rire parce que je vais te donner une anecdote. Tu as une Ouais. ferme exceptionnelle pédagogique, c'est une toute petite ferme, c'est une petite production. Ils sont en Braun-Suisse, en Cheptel, et ils font du cheddar. Donc, c'est la ferme de Shelburne, dans le Vermont, aux États-Unis. Un cheddar au lait cru. Et alors, ils ont plusieurs types de cheddar. C'est pareil, ils le font. C'est du vrai cheddar. Hein. C'est pas le truc en carton qu'on trouve au supermarché. C'est un vrai cheddar au lait cru. Ok. Ok. Et ce qui est intéressant, en fait, c'est de voir qu'ils te le vendent avec plusieurs affinages aussi. Donc, le plus vieux, je crois que c'est 36 mois. Mais ils ont un cheddar qu'ils ont appelé le cheddar tracteur. Celui-là, ils vendent du moins cher. Et pour faire simple, Ok. c'est parti un peu n'importe comment. Là, au niveau de la fermentation, tu vois, donc tu as des arômes très différents. Et ils Ok. le vendent moins cher en le déclassant, si tu veux, entre guillemets, Oui. parce que c'est pas le cheddar qui est dans leur cahier des charges de niveau de qualité. Et c'est intéressant, en fait, de voir que comme c'est quelque chose de vivant, ben, des fois, on maîtrise pas tout, ça se barre un peu dans tous les sens. Et on le prend en considération et on l'étiquette comme ça. Ben, on fait pareil en comté. En comté, en fait, si tu veux, sur la meule, il y a ce qu'on appelle l'étiquette bande verte. Tu as la bande verte avec le sigle comté avec une petite clochette. Et cette bande verte, quand elle est en bande marron, ça veut dire que le fromage ne respecte pas les critères normaux donc, du fromage. Alors, ça reste à la discrétion de Oui. l'affineur, si tu veux, cette note-là, mais ça veut dire que si tu es à, je sais plus si c'est les notes, je crois que c'est 12, inférieur à 12, en gros, tu es en bande marron, et tu n'es plus, tu t'es pas assez bon, tu n'as pas répondu aux critères de texture, de goût d'un vrai comté. Organoleptique ouais, de quelqu'un, la personne qui était responsable de l'affinage. OK. Et, et tu peux ne même pas être compté. Si tu es Mm. trop mauvais, tu n'as ni bande verte, ni bande marron, voilà, tu n'es pas compté. C'est intéressant. Trop loin du profil. Voilà, c'est intéressant ce label de qualité, ce cahier des charges, cette production complètement maîtrisée. Et les gens, ils ont besoin de savoir que le comté, c'est un fromage de qualité français avec un label. Bien sûr, il est utilisé en keto. On ne l'a pas expliqué, mais globalement, pour faire simple, à la base, on a 4% et demi de glucides dans le lait. Et plus on avance dans la fermentation, plus on tend vers zéro. Dans le comté, il n'y a plus de glucides. C'est quelque Ouais, chose qui est riche en protéines, riche en lipides, mais il n'y a plus de glucides. Donc, vous n'avez pas compté les glucides du comté, quoi. exactement. Voilà. Exactement. C'est consommé pendant le process de fabrication par la glycolyse. Et donc, du coup, le sucre, donc le lactose, sera utilisé par les bactéries pour produire en fait de l'acide lactique, ce qui va permettre une descente en pH pendant. Bah, bref, on va pas rentrer dans les détails, mais Si, effectivement. Donc, c'est intéressant parce que en fait, les gens ne comprennent pas. Tu vois, je donne mais non, mais vraiment l'exemple avec le kombucha. Je ne sais pas si tu te souviens, j'avais publié un e-book là, de comment faire son kombucha à la maison. Et les gens ne comprennent pas qu'à la base, tu as une certaine quantité de sucre, tu as du thé, tu as de ouais, l'eau, puis tu as un ouais, champignon. Et là-dedans, tu dis, ah ouais, mais il y a quand même beaucoup de sucre. Ah ouais, bah allez-y goûter. Donc tu goûtes, tu as un thé sucré. Tu le mets dans ton vinaigrier,
T'attends, puis là, tout d'un coup, ça s'acidifie vraiment. Il y a quelque chose qui va tendre vers le vinaigre si tu le prends pas assez tôt. Et les gens se posent la question, mais qu'est-ce qui se passe après? Bah, attendez 3 mois et en fait, vous avez de l'eau. Ça n'a plus aucun goût, plus aucune acidité, plus un goût sucré. Tout le cycle de transformation s'est effectué. Et à la fin, on a de l'eau. Alors qu'à la base, on est parti avec du sucre et de l'eau. Mais tout le sucre a été consommé dans le processus de fermentation. Mais comment veux-tu comprendre ça si tu n'as pas vu le système de Jack glycolyse? C'est impossible. Tout à fait. C'est vrai. Moi, avant d'avoir fait les études, tu comprends pas. Il faut que tu comprennes du coup ce que c'est que cette bactérie, qu'est-ce qu'elle fait, comment elle fonctionne, et puis ce qui se passe. Mais c'est le même principe dans notre cellule, avec la mitochondrie, dans le process cancéreux, etc. Parce que nous sommes bactériens. Les gens s'imaginent que nous sommes stériles, nous sommes sans bactéries. Mais non, nous sommes juste un assemblage d'ADN, de virus, de bactéries, tout est vivant. Tout ça, ça vit en symbiose. Il n'y a pas de stérile. Hein. Quelqu'un qui a un intestin totalement stérile, il ne va pas aller bien. Hein. Donc, on est en symbiose avec tout ça. C'est pour ça que les produits laitiers, pour moi, ils sont importants. Les produits laitiers ou les crus, non homogénéisés, etc. Et il est important de les défendre pour aller chercher le vrai coupable. Tu sais, on a beaucoup attaqué le gluten, beaucoup de pathologies. Et en fait, on s'est aperçu que 8 fois sur 10, ce n'était pas le gluten qui était directement en question, mais d'autres choses qui accompagnaient le gluten dans la céréale, d'autres molécules. Et bien pour le fromage, c'est pareil. On a attaqué beaucoup les fromages, les produits laitiers, etc. En fait, ce n'est pas ça le problème. C'est pas ça le problème. On le voit très bien que tu as des gens qui n'ont pas la persistance de la lactase, qui vont avoir une très bonne digestion des produits laitiers. On va avoir des gens qui vont avoir un bon système digestif, un bon niveau d'acidité gastrique, qui vont bien digérer les caséines. Puis il y en a d'autres, ils ont un problème avec la caséine 1. Donc le problème, c'est la sélection génétique des vaches qui produisent beaucoup de caséine 1. Mais ce n'est pas le produit laitier qu'il faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. C'est clair. C'est clair. Bon, on parle de ton expérience cétogène maintenant, si tu veux? Oui, avec plaisir. Alors, qu'est-ce qui t'a amené au régime cétogène déjà? Quel est le déclic? La vraie genèse, je crois qu'à la base, c'était un problème de poids. Moi, je voulais résoudre du poids, je voulais maîtriser mieux mon poids. Et j'avais commencé très grossièrement avec un jeûne absolument non maîtrisé, et voilà, de 15 jours complet. Je suis parti, allez hop, je jeûne. Jeûne à l'eau, avec de l'eau? À l'eau. Jeûne à l'eau, 15 jours. De l'eau salée, voilà. Oui, c'était dur. Ouais. Gros mental, motivé. J'avais perdu une dizaine de kilos. Et à l'époque, en fait, j'ai découvert le régime cétogène parce que ça paraissait être la meilleure suite logique suite à un jeûne. Voilà. Et donc, du coup, j'avais découvert ça comme ça à l'époque. Et puis, en fait, après, je t'ai découvert toi. J'ai fait la Céto Academy et j'ai découvert toute la suite. Et puis j'ai acheté. Donc, tu as compris ce que c'était que la cétose, qu'on n'était pas forcément obligé de manger des tonnes de glucides par jour, que les acides gras, c'était une bonne source de carburant et tout ça. Ouais, j'ai fait... Alors bon, ça date maintenant un petit peu, mais j'ai fait l'intégralité, enfin 80%, je pense, de la Céto Academy. Donc, j'avais fait quand même une grosse partie. Et ouais. J'ai trouvé d'ailleurs super intéressant. Puis c'est une connexion, je trouve, en plus, ce style d'alimentation. Déjà, c'est une vraie exigence parce qu'au quotidien, mine de rien, il faut se restreindre. Moi, j'étais un peu comme Nelly. Moi, j'étais un peu un bec sucré aussi. Donc, du coup, de mon bec sucré à couper vraiment le sucre, ça a été compliqué au début. Et puis, donc, c'était déjà un vrai petit challenge rien que là-dessus. J'ai envie de dire, même si on ne parle pas de bénéfices personnels, mais c'est vraiment déjà le fait d'être capable de se dire, tiens, je ne vais pas manger ça alors que je le mangeais avant. C'est un vrai changement. Et puis après, c'est une vraie expérience avec son corps, parce qu'on fait une connexion avec son corps qui est bien plus importante, je trouve, en céto que sur n'importe quel régime autre. C'est un vrai changement de carburant. Je ne sais pas pourquoi, mais je vais encore reparler de ça. Mais tu sais, moi, je suis très féru de littérature scientifique. Et quand tu étudies spécifiquement la cétose, automatiquement, tu arrives sur la vache. Parce que la cétose dans un troupeau laitier, c'est problématique. Tu as de la littérature. Donc, ça sera intéressant. Mais je n'arrive pas à trouver les chiffres, en fait. Il y a eu une récente étude qui disait qu'il fallait changer de paradigme sur l'état de cétose d'une vache pour son lait, parce que ça impacte les rendements, enfin les quantités de lait qui sont produites, etc. Et moi, ce qui m'intéresserait de voir, c'est globalement dans les productions laitières, quelle est la quantité de bêta-hydroxybutyrate qui se trouve dans le lait. Parce que tout ça, c'est mélangé. Il y a des vaches qui sont en cétose, pas d'autres, etc. Ça serait intéressant de voir les traces que nous avons dedans, parce que
les gens s'imaginent que le lait, bon, c'est des protéines, c'est du gras, c'est un peu de lactose, mais c'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est 400 acides gras différents. On a de la littérature scientifique qui tombe en ce moment, qui nous met par exemple une des graisses saturées qui s'appelle C15 et C17. Il y a une nouvelle littérature scientifique qui se fait là-dessus. Alors que c'est vraiment très marginal comme quantité, mais de l'autre côté, tu as des suppléments alimentaires de C15 qui se vendent des fortunes. Donc on les trouve naturellement que dans les produits laitiers quasiment. Donc c'est intéressant d'étudier ça et on se rend compte qu'en 2024, cette science n'est pas faite. Et donc, tu auras du C15 et du CD7 dans du comté aussi. Tout à fait. C'est une chaîne carbonée, quoi. Hein, C15 et puis 10 ou 17. Tout à fait, mais les impairs, en plus, ont été très négligés. On a souvent parlé des grandes parties des graisses saturées. En plus, comme on a beaucoup attaqué les graisses saturées responsables des pathologies cardiovasculaires, etc., on sait que c'est faux maintenant, mais ça a été beaucoup attaqué. Et donc, on revient à, tiens, C15, c'est quoi? À quoi ça sert? Parce que c'est un peu particulier comme acide gras. C17, c'est quoi? À quoi ça sert? Et c'est intéressant parce que c'est une nouvelle science qu'on fait maintenant dans les années 2022, 23, 24, quoi. Ouais. L'acide oléique conjugué, toi, les gens te disent les produits laitiers, ça fait grossir. Ah, moi, j'ai perdu 33 kilos en mangeant 1,5 kg de fromage de lait cru par semaine. Donc, l'acide oléique conjugué, on peut en parler aussi, tu vois, c'est un vrai sujet. Et il y a des vraies vertus et c'est pas encore très diffusé tous ces avantages des acides gras très particuliers des produits laitiers. Moi je mange 200 ou 300 grammes de comté par jour. Et tu vois, niveau poids, je m'en sors, je survis, hein, je survis. Et je dis comté, je compte pas ce que je mange à côté en fromage. Ben voilà. Ouais. Et pour autant, tu vois, enfin bon, j'ai 2-3 kilos de trop en ce moment, mais j'ai pas de problème de poids quand même particulier, quoi, pour ce que je mange. Oui. Ok, je fais du sport. Les gens vont te dire oui, mais tu fais du crossfit. Oui, mais tu vas à la salle. Oui, je fais des trucs, c'est vrai. Mais quand tu fais le ratio, c'est quand même. Je mange beaucoup de fromage. Oui. Non, mais il y a encore cette idée reçue que le fromage fait grossir, que les grandes quantités de fromage font grossir. Moi, j'ai montré déjà les plateaux. C'était 1,5 kg de fromage au lait cru, plus crème fraîche, mascarpone, lait cru à côté. Donc voilà, ça peut pas. Je sais pas si tu avais parlé, toi, de la saponification de la matière grasse. Ça te parle, ça? Oui, bien sûr, mais j'en ai pas parlé de ça, pas spécifiquement. Non. Oui, c'est plutôt vraiment orienté fromage et puis fromage spécifique, donc ouais, c'est normal. Ouais. Mais c'est un vrai sujet. Franchement, tous les produits laitiers, j'ai pas d'intérêt avec le syndicat laitier ou des producteurs ou quoi que ce soit. Je mets juste en avant des producteurs qui font des fromages de qualité et que ça peut avoir un rôle intéressant pour la santé et pour un régime cétogène bien formulé dans la durée. Il y a eu des témoignages dans nos portraits keto de personnes qui étaient vraiment au fond du trou et qui sont revenus à la santé justement grâce au comté, tu vois. Je pense à un témoignage précisément avec quelqu'un qui mangeait beaucoup de comté tous les jours parce qu'il y avait un autre qui passait, tu vois. C'est intéressant. Il y a la dopamine aussi dans le fromage. Dans le comté, bien sûr. Ça fait du bien. Bien sûr. Et les dérivés morphiniques de la caséine, etc. Bien sûr. Donc toi, ton régime cétogène, tu l'as suivi, tu as obtenu des bienfaits au niveau un peu du poids ou tu n'as rien gagné au niveau du poids parce qu'avec le jeûne, tu avais déjà suffisamment gagné? Si, non, j'ai super. Moi, j'avais vraiment fait la totale. J'avais fait un super tableau Excel. J'étais au gramme près. Je travaillais vraiment comme tu l'avais fait. Ouais, non, j'étais un peu trop, hein, mais bon, j'étais vraiment strict. J'avais mon planning avec mon total de protéines par jour, mon total de graisse par jour, mon total de glucides par jour. J'avais mes repas qui étaient calés matin, midi et soir, et puis c'était au gramme près. J'ai fait ça pendant 2 ans, c'était vraiment un peu strict, mais ça marche incroyablement. Moi, je maintenais un poids, j'étais presque trop fin, mais j'avais perdu 10 kilos de moins que maintenant, j'étais aux alentours des 72-73. J'avais la patate, hein. J'avais la patate. Il y a eu d'autres bienfaits, je pense, je sais pas, des migraines, meilleure énergie, meilleure concentration. Qu'est-ce que tu as pu obtenir d'autre en plus que le poids? Alors migraine, moi j'ai jamais été trop sujet aux migraines, donc ça j'avais pas. T'as pas eu d'autres bienfaits? Non. À part une grosse énergie, pas eu d'autres avantages. Ouais. C'est dur de dire ça. Ouais, je dirais pas ça. Non, mais j'étais bien et je maîtrisais très bien mon poids et j'en étais très satisfait. Et voilà. Moi, c'était objectif rempli. Bon. Complètement pour ça. Alors, on va pouvoir rebaptiser le régime cétogène en France par le régime comté. Une meule de comté pour votre semaine.
Non, non, mais pour moi, c'est une bonne alimentation. On mange de manière trop sucrée en plus. Donc, moi, je me retrouve en ce moment avec des gens qui mangent très sucré. Le petit déjeuner, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe, quoi. Et moi, j'aimais beaucoup faire mon petit déjeuner avec mes œufs, enfin, ouais, je prenais du concombre aussi le matin. J'aimais bien ça. J'avais un petit matin, une petite routine qui se passait très bien. Le skyr, pardon, je l'ai gardé, le skyr. Excellent, excellent produit aussi pour ce régime cétogène. Bon apport de protéines, très peu sucré, à la vanille. On fait pas de pub, mais il y a des marques mieux que d'autres. Non, c'est clair. Ouais. Ça, c'est arrivé tardivement, le skyr. Il y a 10 ans, à mon avis, il n'y avait quasiment pas en France. Ça a pris un peu quand même. Et c'est très intéressant. Et en particulier, tu parlais du petit déjeuner qui est pour moi super important. Même les gens qui ne veulent pas passer sur du keto, qui vivraient à côté de toi, etc., privilégient le petit déjeuner riche en protéines, peu de glucides. C'est une satiété pour toute la journée, c'est une meilleure stabilité au niveau de l'humeur, etc. En particulier pour les enfants. Les faire partir avec ça, c'est quand même mieux qu'un bol de flocons d'avoine, un jus d'orange, et puis des gâteaux ou des choses comme ça, quoi. Carrément. Et puis la connaissance qu'on apprend au travers de ta formation aussi, enfin moi ça m'a fait énormément de bien parce que du coup moi quand j'ai commencé à faire ça et que tu m'as fait travailler au travers de la Ceto Academy avec la table cycale, et ben tu vois je voyais plus les aliments de la même manière. Voilà, je voyais mon brocoli, je le voyais pas pareil. Je me disais, il y a de la vitamine C dans le brocoli, mais c'est quoi cette histoire de la vitamine C? C'est pas assez connu. C'est pas connu du tout. Et même, tu vois, je voyais un morceau de steak, un morceau de fromage, etc. Je le décortiquais, je le voyais plus comme un morceau de fromage. Je voyais, OK, il y a telle quantité d'eau, telle quantité de protéines, telle quantité de graisse. Et j'avais changé, si tu veux, ma manière de raisonner aussi au travers de ce travail-là. J'avais pris beaucoup de plaisir. Oui. Ouais. Et malheureusement, c'est vrai qu'il y a beaucoup trop de croyances, tu vois. Les gens, en fait, ils regardent des aliments, mais ils savent pas ce qu'il y a dedans. Tu regardes un pot de pâte à tartiner au chocolat dont tout le monde connaît la marque. Les gens se rendent pas compte de ce qu'il y a dedans. Ils se rendent pas compte que la moitié, c'est du sucre, en fait. Et ils s'imaginent que c'est de la noisette. Mais une vraie poudre de noisette torréfiée, c'est très bon. Et avec que de la noisette, ça n'a rien à voir avec la marque super connue. Et donc, c'est vrai que passer un peu de temps à décortiquer les étiquettes, regarder un peu les analyses, etc., ça permet de se réapproprier les choses. Il y a énormément de gens qui font pas la différence aujourd'hui entre 100 grammes de protéines et 100 grammes de viande. Ils s'imaginent que c'est la même chose. 100 grammes de viande, c'est 100 grammes de protéines. Ils ne savent pas que c'est 20, 18 ou 22 grammes de protéines. Et donc, passer du temps à comprendre des aliments, où sont les protéines, où sont les lipides, où sont éventuellement les glucides, sous quelle forme, les fibres, c'est une petite gymnastique, ça prend un peu de temps, mais après, on y gagne en autonomie. Complètement. Et c'est ce qui te permet aussi de faire des choses plus intuitives et de sortir du tableau Excel, quelque chose de très rigide. Tu peux le faire de façon intuitive. Ça permet d'apprendre. Moi, j'ai appris beaucoup, du coup, en écrivant, en reprenant, tiens, un avocat, il y a quoi là-dessus. Et donc, du coup, on reprend chaque structure et en notant, après, j'ai plus tous les chiffres en tête, mais par contre, bon, je sais, voilà, l'avocat, c'est assez grave, faut pas non plus que je déconne. Si j'ai des grands ratios en tête. Bien sûr. Même si ça fait plusieurs années, on garde des bases. Et c'est pas un travail inutile du tout, Oui, c'est clair. Ça, c'est malheureusement mal compris et il y a beaucoup d'ignorance sur la nourriture. Les gens mangent des choses sans vraiment savoir ce qu'il y a dedans. Pareil au niveau des vitamines. Tu vois, on parle de vitamine C égale orange. Ouais. Non, mais c'est l'immense majorité des gens parce que à l'école, on ne l'apprend pas, les parents ne le transmettent pas aux enfants. Et donc, du coup, les gens ils commencent à s'y intéresser quand ils ont un vrai problème, quand ils veulent faire de leur nourriture, leur médecine. Là, ils commencent un peu à chercher. C'est comme ça. Ouais. Et est-ce que tu as pu convaincre éventuellement des gens ou parler du régime cétogène à des proches de la famille qui étaient touchés par certaines pathologies, leur expliquer un petit peu? Oui, je pose la question par habitude, mais c'est à peu près tout le temps la même réponse. C'est dur. C'est vraiment, vraiment dur. Moi, je me suis heurté à des murs, mais des murs en béton armé, costauds, vraiment costauds. Mais ouais, non. Enfin, moi, dans mon entourage proche, vraiment, ça a été vraiment compliqué, ouais. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai perdu un peu. Je t'avais dit que j'avais perdu un peu parce que du coup, c'est tellement, leurs croyances sont tellement fortes que quand tu as du mal à imposer du coup même ce que toi tu as réussi à mettre en place. Bien sûr. Et ouais, non, compliqué. C'était ça le but des portraits keto aussi, c'est de montrer les difficultés de chacun, les difficultés avec la famille, avec le conjoint, les difficultés avec le médecin, etc. On a eu des réussites exceptionnelles, des gens
qui étaient sous médicaments pour de l'hypertension, pour des problèmes de diabète, etc. D'un coup, ils s'affranchissent de tout ça. Hein. Donc, c'est des résultats réels, mesurables, etc. Mais malgré tout, on voit des gens, Maïté Cha, par exemple, un bel exemple, diabète de type 2 inversé, 40 kilos en moins, hypertension, appareillage pour l'apnée du sommeil, tout ça, terminé. Et malgré ça, il y a des gens autour d'elle qui n'acceptent pas en fait sa réussite, entre guillemets, parce qu'elle a une meilleure santé à 64 ans qu'à 40. Et malgré cet exemple, ça ne tilte pas encore, quoi. Il y a toujours une sorte de réticence, de frein. Mais moi, j'ai même des gens qui me disaient que j'allais mourir. Ils me disaient, mais tu vas mourir, ton cerveau, il n'est alimenté que de sucre, tu vas crever si tu continues ce truc. J'ai regardé, mais non. Il dit, mais t'as plus d'énergie, regarde, t'es mou, j'ai dit, je suis mou, non, enfin, ça va encore. Et il me dit, ils sont persuadés que c'est la seule source d'énergie, ils sont persuadés que le cerveau ne se nourrit que de sucre, et il y a des personnes qui vont avoir des croyances là-dessus, mais béton, et tu ne peux rien faire là-dessus, quoi. Oui, je suis d'accord. C'est clair qu'on peut rien faire. J'étais surpris. Tout simplement parce que 1% des gens qui s'y mettraient ne peuvent pas avoir raison par rapport à 99% qui auraient tort. C'est ça le problème. Tu vois, même si tu amènes des preuves, et même si tu amènes des études scientifiques, même si tu amènes des cas concrets, tu peux rien faire. Moi, j'ai l'exemple vraiment radical d'un médecin. Une fois, j'avais publié un témoignage de quelqu'un qui luttait contre un cancer et en tant que médecin, sous son nom, tout ça, il met publiquement, en plus de crever de son cancer, il va crever de faim. J'ai dit crever, c'est le mot qu'il a utilisé. Hein. Oui, moi aussi. Oui. Donc, c'est très hardcore, quoi. Faut être équipé pour faire face à ça. Hein. Et après, si tu veux, il y a presque une forme de jalousie parce que je pense à des vraies pathologies très graves, des gens qui sont dans des états de santé très compliqués. Quand ils réussissent à retrouver complètement leur santé grâce à l'assiette, ceux qui sont en face d'eux sont presque jaloux, tu vois, d'un tel résultat. Et du coup, ça crée quand même une animosité, malgré les résultats évidents qu'on ne peut pas contester, tu vois. C'est comme ça. C'est ouais. On aurait essayé. On aurait essayé, c'est ça. L'important, c'est son propre exemple. Les gens qui veulent de l'information, qui te posent des questions, faut répondre avec bienveillance. Et les autres, il ne faut pas du tout chercher à les convertir parce que c'est juste une source de distension, de guerre, de lutte. Ça ne sert à rien. C'est ça. Moi aussi, c'était conflictuel. Donc, du coup, c'est vrai qu'à un moment donné, on essaye de ne pas avoir des sujets que conflictuels. Donc je comprends. Hein Est-ce que tu crois qu'on va avoir un sujet conflictuel avec les autorités sanitaires françaises si on leur explique que le lait cru est plus sûr que le lait pasteurisé? Ça avance. J'ai l'impression que cette idée avance. On n'est pas encore... Là, le conflit, on est sûr à 100%. Mais... Et tu vois, je vais donner un autre exemple, parce que moi, je suis très respectueux, vraiment. Je connais bien le monde agricole, vraiment. Je sais ce que c'est que conduire un tracteur et faire tout ce qu'il y a à faire derrière. Mon grand-père avait des vaches laitières, donc je connais. Mais de l'autre côté, on voit un monde agricole en ce moment qui est saccagé, littéralement, qui est très administré par des gens qui connaissent rien à l'agriculture. Et on voit des problèmes de gens qui travaillent beaucoup parce que le monde, j'ai publié le témoignage de Pierre Inard qui fait du bœuf à l'herbe. Le monde agricole, en particulier éleveur, c'est très difficile. C'est pas les 35 heures. Tu les fais en 2 jours et demi ou en 3 jours pour gagner rien du tout. Et moi, je pense vraiment que revenir sur une agriculture régénérative, des filières locales et de la qualité, c'est là où il y a vraiment des marges, vraiment. Et les États-Unis ont beaucoup d'avance là-dessus. Pourquoi ? Parce qu'ils ont fait de la merde avant tout le monde et que cette spirale de productivisme maximum, conditions animales, on s'en fout, et on fait toujours de la pire merde, la moins chère possible, c'est mort. Là, c'est concrètement mort. C'est fini. Et aujourd'hui, on a énormément d'éleveurs qui changent vraiment tout. D'ailleurs, c'est rigolo parce que c'est une nouvelle génération. C'est des gens, des fois, qui ne sont pas du monde agricole, qui se forment, qui achètent des grandes fermes et qui font autrement. Je vais donner un exemple. Il y a une boucherie à Denver. La jeune fille, à la base, était végétarienne. Elle est devenue bouchère. Elle a sa boucherie. Elle a voulu aller plus loin parce qu'elle encourageait l'élevage à l'herbe. Donc, ici, tu as des porcs à l'herbe, des vaches à l'herbe, du bison à l'herbe. Et donc, elle a acheté un ranch à $1 500 000, un truc immense, pour faire pâturer ces animaux. Donc, ça va être une filière complète. Élevés à l'herbe, abattus sur place et vendus dans sa boucherie. Et tu vois, ça, c'est des nouvelles personnes. Ils ont fait des crowdfunding, ils ont fait tout ça. C'est des nouvelles personnes qui arrivent dans le milieu, alors que des gens qui sont agriculteurs depuis 6-7 générations ici sont en train de vraiment s'effondrer économiquement parce que la merde, elle rapporte plus rien. Et elle épuise les sols et les animaux sont en mauvaise condition.
Et tu vois, un exemple type, il y avait un grand article dans le New York Times. Ils interviewaient un éleveur du Wisconsin qui disait qu'il en était arrivé à, s'il achetait du lait au supermarché et qu'il le mettait dans son tank à lait, ça lui coûtait moins cher que d'aller traire ses vaches. Voilà l'hérésie productiviste qui n'a pas de sens. Oui. Et ici, tu as des filières qualité où les gens sont très contents. Toi, je te donne un exemple vraiment pour chiffrer. Une douzaine d'œufs, tu es à 1,90 $ si tu achètes vraiment de la merde. Ok. Et puis à côté de ça, tu as des poules en élevage, en liberté, vraiment en pâturage, tu peux aller les voir et tout, tu es à 10 $ la boîte. Ouais. Et quand tu vas au supermarché, tu te rends compte que c'est la pile à 10 $ la boîte où il n'y a rien, parce qu'ils se font littéralement piller, la production n'est pas assez grande, et l'autre, ça ne se vend pas. Parce que les gens ont compris que leur santé passait par leur assiette, et ils vont sur des aliments de qualité, donc animaux à l'herbe, des poules élevées à l'herbe, du lait cru, etc., etc. Et là, il y a des marges. Les gens sont prêts à payer pour ça. Top. Mais ça met du temps. Moi, je trouve encore en France, on a souvent tendance à dire que, tu vois, l'alimentation, ça fait un peu la variable d'ajustement dans ton budget. Genre, en période d'inflation, bah, tu vas pas renier sur tes vacances, tu vas pas renier sur ton petit confort, tu vas pas renier sur ta télé, sur ta voiture. Mais bon, sur la bouffe, allez, je vais prendre plutôt le premier prix sur ci, sur ça. C'était souvent, bah, c'est une chose que moi j'ai souvent entendue et puis qui se vérifie quand même assez souvent dans les chiffres, quoi. Moi, je pense que le vrai problème, il est beaucoup plus simple. C'est un problème de marketing. C'est un problème de communication. Les Américains sont extrêmement forts en communication. Et ici, quand ils te font une ferme régénérative, ils ne sont pas à dire on va se concentrer sur la production, faire le produit et envoyer ça au magasin. Ils te font une campagne de publicité énorme. Ils te font des réseaux sociaux bien gérés. Ils te font des vidéos avec les vaches qui vont bien, qu'on va caresser dans le pré, les poules en liberté, etc., etc. Tout le monde voit ça. Et les gens, ils ont envie de ça. Tu vois, et après, ils deviennent militants. Ils militent pour ce type d'alimentation. Et en France, on est trop discret. Les gens sont fractionnés, isolés. Pourquoi? Parce qu'un éleveur qui a 40 vaches laitières, il ne peut pas être sur Instagram toute la journée. Par contre, une association d'éleveurs, ben, il peut y avoir le fils d'un éleveur qui est un peu plus malin que les autres sur les réseaux sociaux, qui va dire « Attends, c'est moi qui vais m'en occuper ». Et il fait la com pour tout le monde. C'est-à-dire qu'en mutualisant ce genre de choses, on est beaucoup plus efficace. C'est ça le truc. C'est clair. C'est clair, c'est clair. Yes. En étant fractionné, c'est compliqué, ça coûte cher. Et les Américains, en marketing, ils sont bons. C'est les champions. Voilà, c'est faut s'en inspirer. On est d'accord. Ouais. Il n'y a pas photo. Voulais-tu ajouter quelque chose d'autre sur ton témoignage, sur le lait, sur un message à faire passer? Non? C'est bon? Franchement, très bien. Je pense que j'ai partagé vraiment ma bonne expérience en cétogène et puis ma volonté, honnêtement, d'y retourner un peu. Alors, pas sur une version stricte, mais voilà, un 50 grammes jour. Il y a eu plein de témoignages là-dessus. Hein. J'ai vu beaucoup de gens qui avaient une vision d'ingénieur des choses et ils peuvent pas tenir ça des années parce que c'est trop contraignant. Toi, quand il faut peser les aliments, c'est compliqué à calculer. Alors que finalement, quand tu sais où se trouvent les choses dans les végétaux, les produits animaux, les fromages, etc., bah, tu t'organises spontanément 2 repas, un repas pour certains, etc. Ça se fait très simplement avec peu d'ingrédients finalement. La liste se raccourcit avec le temps. Complètement. Yes. Je te remercie beaucoup pour ta vision professionnelle sur les produits laitiers et le fromage et puis sur ton expérience du régime cétogène. Ça fait plaisir de voir quelqu'un engagé dans le comté qui est en keto. Yes. Bah écoute, c'était un plaisir pour moi aussi. C'était un plaisir. Plaisir partagé. À bientôt. Salut.